Monsieur l'ambassadeur, chers amis, chers collègues professeurs, chers étudiants en Master 1 de Relations internationales et en Master Droit public, Sécurité Défense, chers étudiants de la Faculté d'Histoire et Sciences politiques, je vous souhaite à mon tour la bienvenue dans ce séminaire des ambassadeurs, 3e édition. Je remercie particulièrement nos hôtes diplomates pour leur fidélité à notre institution et pour le temps qu'ils nous consacrent en dépit d'emplois du temps bien chargés à la mi-septembre, croyez-le. Chacun d'entre vous sera présenté en préambule au début de chacune de nos tables rondes. Je remercie Jean-Paul Laborde, avec lequel nous avons préparé ce séminaire et qui a accepté d'être le modérateur de la première table ronde. Monsieur Jean-Paul Laborde est professeur associé à l'ICES, ancien magistrat, procureur de la République à La Réunion et conseiller à la Cour de cassation. Il est ancien sous-secrétaire général des Nations Unies et directeur exécutif du Comité contre le terrorisme au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il est spécialiste de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Il est ambassadeur itinérant et conseiller spécial de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée contre le crime organisé et pour l'état de droit. Je remercie également M. Mathieu Grandpierron, qui sera le modérateur de la 3e table ronde. Mathieu Grandpierron est maître de conférence en sciences politiques à l'ICES, dont il est d'ailleurs un ancien élève, docteur en sciences politiques, directeur de la licence de sciences politiques. Il est spécialiste des théories des relations internationales et ses recherches portent sur l'ordre international vu par les BRICS. Comme thème de notre 3e édition du séminaire, nous avons choisi d'aborder la question majeure de notre temps et certainement de notre siècle, Occident et Sud global, entre confrontation et coopération. Ce thème est à la fois essentiel pour les implications qu'aura sur les relations internationales au XXIe siècle cette confrontation-coopération, donc c'est un thème à la fois essentiel, et très classique, car pas une journée ne se passe depuis 2 ans sans que cette question ne fasse l'objet de colloques, de débats, de podcasts, de publications savantes ou d'articles dans des revues à grande diffusion. C'est donc un sujet extrêmement traité à l'heure actuelle, mais après tout, on n'est pas obligé de rechercher à tout prix l'originalité pour intéresser des étudiants en début d'année. Occident et Sud global, entre confrontation et coopération. Tout le monde connaît ici l'importance des définitions des concepts, et notamment dans les introductions de dissertation. Pour le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, les définitions seront peut-être encore plus importantes que d'habitude. Je dirais même que ce sera probablement le cœur de la problématique. L'Occident et le Sud global existent-ils réellement? Et si oui, quels liens unissent les pays qui en font partie? L'Occident, tout d'abord. Décadence de l'Occident, fin de l'Occident, crise de l'Occident, défaite de l'Occident. Parler de l'Occident depuis le début du XXe siècle consiste la plupart du temps à évoquer son déclin, à l'exception de cette très courte période d'une dizaine d'années ayant suivi la fin de la guerre froide, où l'Occident a semblé triompher en l'absence de tout rival à sa mesure. Mais de quoi parle-t-on quand on évoque l'Occident ? Pour reprendre l'expression du professeur Serge Sur, l'Occident se composerait d'une multitude de strates accumulées, correspondant à sa longue histoire, ressemblant à ces ruines empilées des villes antiques qui racontent leurs destructions successives. Parle-t-on alors du miracle grec, de la domination romaine, de la partie occidentale de l'Empire romain, en opposition à sa partie orientale siégeant à Constantinople? Parle-t-on de l'Occident chrétien? Cette ère s'étant construite en Europe autour de la féodalité, dans le souvenir de l'Empire romain, avec l'appui de l'Église catholique? Parle-t-on du vieux continent et de son extension en Amérique du Nord? Parle-t-on de l'Alliance atlantique face au pacte de Varsovie? Rien par conséquent de plus compliqué à saisir que cette notion fluctuante à travers les âges. S'agit-il d'une civilisation, d'un empire, d'une religion, d'un régime politique, d'une idéologie, d'un système de valeurs, d'un modèle, d'une famille recomposée avec à la fois des ancêtres partagés et des pièces rapportées,
et toute une cousinade aux liens plus ou moins distendus? S'agit-il enfin d'un projet à vocation universelle appelé à se dissoudre dans la mondialisation libérale? Ses origines seraient donc à la fois gréco-romaines et judéo-chrétiennes, avec ses trois lieux saints, Athènes, Rome et Jérusalem. L'Occident aurait connu des périodes d'expansion, comme les croisades, la Renaissance, les grandes découvertes, les Lumières, la colonisation, et d'autres au contraire, marquant ces crises, comme les grandes invasions, les guerres de religion, les deux conflits mondiaux, et bien évidemment la décolonisation, le tout caractérisé néanmoins par 4 siècles d'ascension, du début du XVIe au début du XXe, 20 ans de doute dans l'entre-deux-guerres et 80 ans de reflux. Dans un ouvrage paru en 2004, Qu'est-ce que l'Occident ? Le professeur Philippe Nemo propose la définition suivante de l'Occident. La civilisation occidentale peut se définir en première approximation par l'état de droit, la démocratie, les libertés physiques et intellectuelles, la rationalité critique, la science, une économie de liberté fondée sur la propriété privée. Or, ajoute-t-il, rien de cela n'est naturel. 5 événements essentiels ont contribué à forger cette civilisation. L'invention de la cité, de la philosophie, de la loi, de l'humanisme, de la science et de l'école. Tout ça, nous le devons aux Grecs, c'est leur legs. Deuxièmement, l'invention du droit, de la propriété privée et de la personne, c'est le legs romain. L'invention de la dignité humaine, c'est le legs du Christ. L'invention de l'idée de progrès, à la Renaissance. Enfin, la promotion du libéralisme à la suite des révolutions anglaises et américaines. Libéralisme politique, tout d'abord, donnant naissance à la démocratie, et libéralisme économique, créant l'économie de marché. S'il est conscient de son existence et de sa sphère historique incontestable, de l'Amérique du Nord à l'Australie en passant par l'Europe, l'Occident n'hésite pas à englober dans un périmètre plus élargi et discutable le Japon, la Corée du Sud, Israël, voire même une partie de l'Amérique du Sud. Et cet Occident n'hésite pas à s'affranchir du découpage du monde en civilisations, notamment celui qu'avait proposé Samuel Huntington, qui lui, au contraire, distinguait bien une civilisation japonaise, une civilisation bouddhiste, une civilisation latino-américaine. Si l'Occident s'estime singulier, tout en peinant à se définir, il n'ignore pas également qu'il existe aussi par contraste, par le regard que le monde non occidental porte sur lui. Sans l'Orient, sans le barbare, sans l'autre, pas d'Occident. Sans la poussée arabo-musulmane du 7e siècle, pas d'Occident. Sans l'Empire ottoman, pas d'Occident. Sans l'Union soviétique, pas d'Occident. Sans Nehru, Nasser, Ho Chi Minh, Ben Bella, pas d'Occident. Sans Al-Qaïda, pas d'Occident. Sans Poutine, Xi Jinping et Khamenei, y a-t-il un Occident ? S'il est resté pendant des siècles très fier de sa supériorité réelle ou supposée, s'il n'a pas hésité à l'imposer avec la meilleure bonne conscience à des civilisations qu'il estimait inférieures ou moins avancées, s'il continue encore aujourd'hui à présenter son projet comme universel et donc meilleur que les autres, l'Occident est conscient qu'il est contesté et vulnérable. Après la Première Guerre mondiale, cette idée de vulnérabilité est devenue un thème commun dans la littérature et la pensée. C'est Paul Valéry, évoquant en 1919 le déclin de l'Europe et de l'Occident dans la crise de l'esprit, avec la fameuse formule « Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels ». C'est Oswald Spengler, publiant entre 1918 et 1922 Le déclin de l'Occident, dans lequel il évoque de manière déterministe la décadence de toute civilisation. C'est Henri Massy, cet écrivain proche de l'historien Jacques Bainville, qui exalte la notion de civilisation occidentale face au bolchevisme. C'est Arnold Toynbee, évoquant dans son ouvrage en 12 volumes Études de l'histoire, paru entre 1934 et 1961, l'essor et la chute des civilisations, avec cette phrase bien connue,
les civilisations meurent par suicide et non par meurtre. La guerre, l'histoire, le déclin, l'identité, autant de questions qui vont hanter durablement les penseurs de l'Occident. Après la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide et la menace soviétique vont redonner un nouvel élan à cette notion d'Occident. Ce sera l'Alliance Atlantique, créée en 1949, réunissant Américains, Canadiens et Européens de l'Ouest situés du bon côté du rideau de fer, qui tous proclameront leur volonté de sauvegarder la liberté, l'héritage commun et la civilisation fondée sur les principes de la démocratie, les libertés individuelles et le règne du droit. Ce pacte atlantique se maintiendra avec quelques crises, mais sans trop de difficultés, jusqu'à la fin de la guerre froide. À partir de 1991, un système unipolaire va remplacer pendant quelques années le système bipolaire de la guerre froide, avec les États-Unis en position hégémonique, sans le moindre compétiteur stratégique à leur niveau. La démocratie et l'économie de marché apparaissent comme l'horizon indépassable, comme le prophétise Francis Fukuyama. Cet Occident, c'est, peu ou prou, les États membres de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique créée en 1960 et élargie après la guerre froide aux pays d'Europe centrale, au Mexique, à la Corée du Sud, qui regroupe des pays développés ayant en commun un gouvernement démocratique et une économie de marché. Après la guerre froide, l'extension de la démocratie et du leadership occidental vont sembler irrésistibles, avec l'intégration dans l'Union européenne et l'OTAN entre 1999 et 2007 des pays d'Europe centrale qui s'étaient libérés du communisme. L'adéquation entre l'OTAN et les démocraties occidentales se fait de plus en plus visible, et comme preuve de cette concordance, la disparition, en 1999, dans le concept stratégique de l'Alliance Atlantique, de toute référence à une zone. L'Alliance se doit de défendre la démocratie et le modèle occidental partout dans le monde. Les attentats du 11 septembre 2001 et la politique menée par les néoconservateurs américains à partir de ce moment-là ne vont faire que renforcer cette tendance à la montée en puissance de l'OTAN comme outil d'intervention à vocation mondiale. Hubert Védrine, l'ancien ministre des Affaires étrangères, emploiera l'expression d'idéologie occidentaliste pour décrire ce projet visant à étendre la démocratie dans le monde, à renverser les régimes autoritaires, y compris par la force, et à s'en prendre à tous les États considérés comme des États voyous, Iran, Corée du Nord, ou des perturbateurs de l'ordre international. Le professeur Nicole Niesotto constate, elle, que le terme de famille occidentale, plus émotionnel et plus ambigu que le terme d'alliance ou de coalition, fait son apparition dans le vocabulaire stratégique. Il permet notamment au président Nicolas Sarkozy d'expliquer le retour de la France dans la structure intégrée de l'OTAN à partir de 2009, sans susciter de débat particulier. Et comme il le dit lors de ses vœux au corps diplomatique en janvier 2008, « J'ai d'abord voulu franchement et nettement situer la France au sein de sa famille occidentale. Dans un monde qui a perdu ses repères, il m'a paru essentiel d'affirmer avec clarté où la France se situait et quelles étaient les valeurs qui, pour elle, sont essentielles. » Fin de citation. Alors que au lendemain de la guerre froide, l'Occident, en tant qu'ensemble géopolitique, ne semble plus avoir d'adversaire à sa hauteur, en quelques années, sa domination, sans contestation, va s'effondrer. Entre les attentats du 11 septembre, le syndrome somalien, marquant l'illusion du nation building, l'échec de l'intervention en Irak, le fiasco afghan, la crise financière de 2008, la montée en puissance de la Chine, le retour de la Russie, autant d'événements qui, en moins d'une décennie, vont venir sonner le glas d'un monde unipolaire. Plus grave peut-être, tous ces événements pour la survie de l'Occident. Plus grave peut-être que tous ces événements, trois éléments qui minent l'Occident de l'intérieur. Tout d'abord, une incompréhension de l'hostilité à son égard. C'est la fameuse interrogation du président américain George Bush au lendemain des attentats du 11 septembre. Pourquoi nous haïssent-ils ? Alors que l'Occident ne se reconnaissait plus d'ennemis, l'hostilité dont il faisait l'objet subsistait bel et bien,
rappelant le mot célèbre de Julien Freund, « Ce n'est pas vous qui désignez votre ennemi, c'est lui qui vous désigne ». Deuxième élément de ce minage de l'intérieur, le pire ennemi de l'Occident, c'est probablement lui-même. C'est en effet en Occident que la détestation de l'Occident est la plus vive. Et le dernier avatar de cette détestation de la civilisation occidentale, le wokisme, n'est pas le moindre déstabilisateur. Troisième et dernier élément de ce déclin, la démographie. L'Occident ne représente plus que 12% de la population mondiale. En 1950, les 10 pays les plus peuplés du monde étaient la Chine, l'Inde, sans surprise, les États-Unis, la Russie, le Japon, mais l'Allemagne, l'Indonésie, le Brésil, le Royaume-Uni et l'Italie, soit 5 pays du Sud, tels qu'on les entend aujourd'hui, et 5 pays occidentaux. En 2050, les 10 pays les plus peuplés seront l'Inde, la Chine, mais le Nigeria, les États-Unis, qui maintiennent leur position, l'Indonésie, le Pakistan, le Brésil, le Bangladesh, la République démocratique du Congo et l'Éthiopie. Avec un taux de natalité de 1,53 enfants par femme dans l'Union européenne, 1,4 au Japon et 0,7 en Corée du Sud, l'effondrement de l'Occident paraît, en tout cas sur le plan démographique, assez irrémédiable. Venons-en maintenant à la notion de Sud global. L'usage universitaire de cette notion n'est pas nouveau, mais son irruption récente dans le débat public nécessite quelques mises au point pour en définir le sens. Le Sud global est une notion géopolitique regroupant une variété de pays ayant peu de points communs, avec des grandes puissances comme la Chine ou l'Inde, et de pays extrêmement pauvres. Quel rapport y a-t-il entre l'Arabie saoudite et le Niger, entre les Émirats arabes unis et le Burkina Faso? Quelle communauté d'intérêts y a-t-il entre la Chine et l'Inde, entre l'Arabie saoudite et l'Iran? Sans nier son existence, mais sans non plus l'ériger en épouvantail d'une coalition anti-Occident, le Sud global ne désigne-t-il pas surtout un ensemble de pays qui revendiquent de manière croissante de faire entendre davantage leur voix pour un ordre international plus multipolaire? Dénonçant les pratiques occidentales du passé, le Sud réclame une nouvelle architecture mondiale fondée sur d'autres piliers. Plus grave, combattant les valeurs occidentales qui faisaient figure de modèle indépassable, ces pays rejettent le progressisme, l'individualisme, le libéralisme, la démocratie. Dès 2008, le sociologue suisse Jean Ziegler avait constaté la montée en puissance d'une haine de l'Occident dans une majorité des peuples du Sud. L'échec de la conférence de Durban contre le racisme en 2001 fut révélatrice à cet égard de ce sentiment d'hostilité profonde à l'égard des pays riches, avec la constitution d'un véritable front anti-occidental. En monopolisant la puissance au sein de clubs fermés comme le G7 ou complètement sous leur contrôle comme le FMI ou la Banque mondiale, le Sud a l'impression de vivre ce que le professeur Bertrand Badi a appelé en 2010 une réaction nobiliaire. L'Occident ne serait plus qu'une aristocratie possédant le monopole du contrôle de la richesse mondiale, manifestant une morgue insupportable à travers ses politiques de sanctions, de condamnation, d'admonestation et d'intervention de toute nature. Les émergents, les pays du Sud sont prêts à admettre les différences de richesse, mais pas qu'on leur donne des leçons en permanence. C'est finalement la guerre russo-ukrainienne qui va faire entrer dans le langage courant le terme de Sud global, à la place d'émergents ou de pays en développement. En effet, en mars 2022, la réticence de nombreux pays africains, asiatiques ou nord-américains à condamner l'agression russe contre l'Ukraine a mis en évidence l'existence d'un groupe de pays refusant de s'aligner sur les positions occidentales. Plus récemment, en août 2023, l'élargissement du groupe des BRICS à 5 nouveaux membres a démontré la vitalité de ce club qui prétend refuser la mainmise de l'Occident sur le monde et parler au nom de tous les États du Sud pour installer un nouvel ordre international. Mais plus que le Sud global, ne vaut-il pas mieux parler de reste du monde? The West versus the rest. De même, l'expression « les Suds » n'est-elle pas préférable à Sud global, car tous ces États semblent aujourd'hui davantage soudés par leur opposition à des valeurs et à l'idéologie occidentale qu'autour d'un projet commun. Les entités qui se reconnaissent dans le Sud global ne sont-elles pas avant tout excédées
par le discours hypocrite du double standard des Occidentaux sur leurs interventions militaires au Kosovo, en Irak, en Libye, décidées et menées avec plus ou moins de légitimité conférée par l'ONU, parmi les pays du Sud global, pourquoi devrait-il condamner l'invasion russe alors que les Occidentaux se sont parfois comportés de manière semblable? Autant de questions fondamentales auxquelles nos intervenants vont tenter aujourd'hui de répondre. Je laisse désormais la parole à Jean-Paul Laborde, qui va introduire la première table ronde sur l'Occident.